Allez, génial. Ok, merci. Bon, après, moi, c'est voilà, hein, qu'on soit 2, 10 ou 50, hein, c'est la même chose. Hein, donc, c'est plus intéressant pour vous parce que finalement, on va peut-être aussi pouvoir rentrer dans vos spécificités, hein, par rapport à ça. Donc, déjà, merci David, hein, pour l'invitation. On va parler Calliope, mais on va surtout parler de vous. On va surtout parler, voilà, comme je le disais, de vos particularités, parce que avant d'entrer dans le cœur du sujet sur Calliope, il faut déjà comprendre ce que c'est, en quoi ça consiste, et surtout qui est concerné. Surtout avec toutes les nouveautés là qui sont sorties depuis fin décembre 2023, qui sont quand même intéressantes. Voilà. Ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est de nous dire là très vite, voilà, le projet, est-ce qu'il y a un projet de Calliope? Est-ce que vous êtes déjà dans le monde de la formation en en tant que sous-traitant au CPF? Voilà. Je sais que David, tu avais lancé un petit sondage. Je ne sais pas si tu peux l'activer ou le mettre en œuvre, ou même là comme ça, hein, Alors, si il est ça vous déjà convient. activé, hein. Et elles y ont accès Ok, directement génial. dans le groupe. Et autrement, donc la question, effectivement, puisque pour le coup, on peut vous poser à titre individuel, hein, puisqu'on est un petit comité, la question, c'est effectivement, est-ce que vous êtes-vous déjà toutes, alors forcément, puisque vous faites partie de ma team, mais il y a peut-être d'autres équipes, est-ce que vous faites partie également de sous-traitants? Et si vous faites de la sous-traitance, est-ce que c'est via le CPF ou aussi via d'autres dispositifs? Alors moi, j'ai fait de la sous-traitance aussi via aussi le CPF ou des OPCO. Oui, d'accord. Merci. Pour ma part, pas de sous-traitance. Je fais directement via ma plateforme EDOF. D'accord, ok, super. Ok, donc ça veut dire que vous êtes déjà certifié. Oui. Ok, génial. Et moi, de mon côté, je fais un peu des deux, un peu de sous-traitance et puis en majorité via le CPF ou les OPCO avec ma Oui. certification Calliope. Ok, d'accord. Donc, au final, vous êtes déjà certifié également. Oui, aussi. D'accord. Donc, finalement, il n'y a que Magali qui n'est pas Calliope. Hein, c'est ça, hein? C'est ça y est comme moi. D'accord, Ça ok. va venir, ça va venir. Ouais, non, non. Et donc, alors, du coup, alors, j'ai pas vos prénoms, je suis désolé, parce que là, j'ai Contact en pato et j'ai le numéro de téléphone. Je crois que c'était Marie-Pierre, si je me souviens bien Oui, tout à c'est l'heure. ça. Voilà. Du coup, est-ce que vous faites intervenir des sous-traitants dans le cas, enfin, quand vous êtes au CPF, justement, quand vous êtes sur Redof? Non, non, je travaille toute seule. D'accord, ok, ok. Non, mais je pose la question parce que c'est important, voilà, pour orienter après le débat sur la présentation, parce qu'il y a des choses au final qui vont vous parler en fait déjà, qui vont qui vont vous sembler déjà voilà enfin déjà connus quoi. Donc j'ai peur que vous ennuyiez un petit peu. Ok. Euh, alors, je sais pas, donc enfin, du coup David, est-ce que ça te convient? Donc moi si je démarre peut-être enfin voilà par la partie Calliope au sens large. Ouais. Euh, je vais Et essayer puis, d'aller vite pour ceux qui sont déjà ouais, et puis Calliope. après, effectivement, peut-être, pour le coup, effectivement, passer un peu plus de temps sur la partie sous-traitance, Oui, notamment pour voilà, c'est ça. Magali, Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire. puisqu'effectivement, Magali, si elle souhaite se faire certifier, devra passer par cet élément-là. Ouais, Oui, non, mais mais c'est ça, voilà. mais c'est ce qu'on va faire. Ok, bon, ça marche. Alors, juste un petit mot, enfin, quand même, parce que je me suis pas présenté, j'ai été mal poli. Donc, moi, c'est Jimmy Martin, je suis un des fondateurs de la société Certifopac. Donc, Certifopac, c'est le certificateur des OPAC, des opérateurs prestataires d'actions concourant au développement des compétences. C'est un terme un peu pompeux, je vous l'accorde, qui a été, alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le ministère du Travail, lors de la loi Avenir professionnel en 2018, pour parler, en fait, au sens large de tous les centres de formation. Et j'y inclus en fait les bilans de compétences, la VAE et l'apprentissage, hein. On parle plutôt d'OF dans le jargon plutôt que d'OPAC. Mais en tout cas, voilà. Euh, Très très vite, hein, en fait, en quelques mots, Certifopac, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. Mais voilà, on a à cœur en fait trois mots-clés qui sont la transparence. Voilà, on aime bien diffuser de l'information complète, actualisée, pratique sur notre site internet. L'innovation, parce que depuis 3 ans, en fait, alors nous, on s'est créé avec Calliope, hein, c'est une entreprise jeune hein, qui date de fin 2018, mais en fait, on s'est créé autour d'une application métier qui s'appelle Apollo, qui en fait qui gère tout le process d'audit avec notamment des grilles d'audit qui sont personnalisables en fonction de l'activité. Et j'y reviendrai tout à l'heure quand on va parler de la sous-traitance, parce qu'une grille d'audit entre guillemets sous-traitance hein, pour un audité qui ne fait que de la sous-traitance n'est pas forcément la même qu'un organisme donneur d'ordre. Voilà, il y a des petites subtilités entre les deux. Et voilà, tous les outils en fait sont actualisés pour faire en sorte que à la fois l'auditeur et l'audité ne soient pas perdus.
Et puis alors professionnalisme, parce qu'il y a un indicateur, ou même plusieurs indicateurs dans les exigences Calliope qui précisent que les OF doivent communiquer sur leurs chiffres. Donc nous, on fait pareil, c'est-à-dire que là, on communique sur le taux de recommandation, taux de satisfaction, et surtout, en fait, en tant que certificateur, un point clé, c'est le délai de transmission des éléments. Parce que le rapport d'audit, si on l'envoie 2 mois après l'audit, c'est un peu dommage. Donc voilà, en fait, on a tous des outils, enfin tous des process automatisés qui font que on est capable d'envoyer les documents assez rapidement, que ce soit les plannings d'audit en amont ou les rapports d'audit et surtout le certificat, hein, ce qui vous intéresse au final pour être après référencé chez les financeurs. Voilà, donc promis, je parle plus de Certifopac ensuite. Un petit rappel quand même sur le fait qu'en fait, dans ma posture, j'ai pas le droit j'ai pas le droit en fait de donner des éléments qui peuvent s'apparenter à du conseil. J'ai pas le droit de dire ah tiens, si vous me posez la question, bah tiens, comment répondre à l'indicateur 2, j'ai pas le droit de vous donner la réponse. Donc si je botte en touche et que je vous dis allez voir dans le guide de lecture, c'est normal. Voilà, en tant que certificateur Calliope, on a des grosses exigences, hein, et c'est bien normal en tant que, comment dire, voilà, enfin, par rapport à l'impartialité de nos pratiques et par rapport à l'indépendance. Voilà. Mais vous le verrez, ça n'empêche pas quand même de bien expliquer les éléments, de bien expliquer concrètement les attendus, les exigences par rapport à tout ça. OK. Donc, le petit pavé, tout savoir sur Calliope. Ce que je ferais pour les dames là, qui sont déjà Calliope, je pourrais aussi faire des ponts par rapport à vos potentiels. Alors, soit audits de surveillance, si vous ne les avez pas encore fait, ou alors par rapport à vos renouvellements, s'ils sont prévus aussi. Que c'est intéressant voilà, de bien comprendre aussi par rapport au délai. Hein, je reviendrai sur la notion de cycle Calliope aussi. Voilà. Et puis, on aura le grand luxe d'avoir, je pense, un petit peu de temps aussi pour répondre à des questions très, très précises, hein, sur vos sujets. OK? Très vite, je ne vous refais pas un cours sur Calliope. C'est une marque qui a été déposée par l'État en 2019. Calliope de base, hein, en fait, ça a été conçu pour permettre d'avoir un socle commun, en fait, voilà, des fondamentaux de la qualité pour tous les prestataires de France, que l'on soit indépendant, TPE, PME, grand groupe, en fait, voilà, qu'on puisse se rassembler autour des mêmes critères qualité. C'est reconnu bien sûr par les financeurs et surtout c'est l'objectif principal de Calliope. Moi, j'entends souvent dire oui, Calliope c'est une démarche volontaire. Je trouve que c'est un peu hypocrite quand même de dire ça parce qu'une démarche volontaire, certes, mais si la certification Calliope n'était pas corrélée au financement public, je pense qu'on n'en aurait pas 43 000 aujourd'hui. Je pense qu'on aurait plutôt entre 5 et 10 000 organismes. Hein, il faut être honnête, voilà, c'est coûteux, c'est quand même, voilà, il faut s'engager dans un process. Voilà, c'est coûteux et pas que en termes d'argent, c'est aussi coûteux en termes de temps et de ressources humaines aussi. Voilà, voilà, on ne va pas débattre aujourd'hui de c'est bien, c'est pas bien. Il y a quand même un process structurant grâce à Calliope quand même. Mais bon, voilà, je préfère redire un petit peu tous ces chiffres-là parce que c'est quand même intéressant. Voilà, démarche volontaire, oui mais non. Ceux qui s'insèrent dans Calliope doivent quand même répondre à certains critères, certains prérequis. OK? Donc, il faut bien sûr être immatriculé parce que Calliope s'adresse à des entreprises, hein, que vous soyez d'ailleurs personne physique ou personne morale. C'est-à-dire qu'un auto-entrepreneur peut tout à fait se lancer dans Calliope, parce que l'auto-entrepreneur a son numéro sirène. Qui dit aussi numéro sirène, dit aussi et surtout numéro d'enregistrement de déclaration d'activité. Ça, c'est une demande qui revient souvent, mais si on n'a pas de NDA, on ne peut pas être Calliope. C'est un prérequis. Et pour ceux qui démarrent aussi, souvent, ce qu'on leur dit, c'est bon, vous pouvez vous lancer dans Calliope, mais il nous faut à minima la preuve de votre demande de NDA. Bien sûr, réaliser au moins une des 4 actions, donc ce que je disais tout à l'heure, formation continue, bilan de compétences, VAE ou apprentissage. Et puis aussi et surtout, et ça c'est une nouveauté, et si vous ne l'avez peut-être pas vécu dans vos précédents audits, c'est normal, mais il est obligatoire maintenant pour un nouvel entrant, pour quelqu'un qui démarre l'activité, avant l'audit, donc avant son premier audit, c'est ce qu'on appelle l'audit initial, de réaliser au moins une prestation. Voilà. Alors, il y a des petites subtilités après, une prestation voilà, pour un bilan de compétences, pour de la VAE. Des fois, c'est des prestations qu'on appellerait longues. Donc, on peut tolérer que la prestation ait démarré. Mais pour la formation continue, pour les prestations qui durent, on va dire, moins de 2 mois, il faut pouvoir démontrer à son auditeur le jour J qu'il y a au moins eu une prestation réalisée. Tout simplement parce que l'audit Calliope, je reviendrai là-dessus, mais ça porte sur des preuves.
Et si on n'a pas de preuve de réalisation de formation, c'est un peu compliqué. Voilà. Si on audite que sur des modèles, c'est un peu limite aussi. Voilà. Le cycle, alors ça, le cycle, ça au final, vous n'êtes pas tous sur la même temporalité, mais en tout cas, c'est toujours la même chose. Voilà. On a un cycle de certification, c'est pas comme un diplôme Calliope. Donc, quand on est certifié, on l'est pendant 3 ans. Donc, il y a un cycle de 3 ans qui démarre, alors, non pas à compter du premier audit, ce qu'on appelle l'audit initial, c'est un peu subtil, mais en fait, la date de début du certificat démarre à compter de la décision de certification. Il peut se passer quelque temps entre l'audit initial et la délivrance de votre certificat. Traitement des éventuelles non-conformités lors de l'audit, traitement administratif qui fait que il peut y avoir des fois 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 6 mois. Ça peut prendre un peu plus de temps si, par exemple, vous mettez du temps aussi avec votre auditeur pour traiter vos non-conformités. Dans ce cycle, entre 14 et 22 mois, vous avez un audit de surveillance à réaliser. OK. Cet audit, il peut se faire, alors il peut se faire à distance. Il se fait même 95% du temps à distance. On peut le faire aussi sur site, éventuellement si c'est demandé par le client, mais en tout cas, il peut se faire à distance. Et puis à la fin de validité de votre cycle, là, en fait, il y a une petite introspective à avoir et de se dire: «Bon, OK, 3 ans, sont passés, enfin un petit peu moins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me réengage pour 3 ans supplémentaires? Pourquoi? Est-ce que ça va avoir une notion par rapport au coût, par rapport au réengagement de la certification Calliope, puisque vous allez devoir réaliser un audit de renouvellement et puis, mais là, c'est pas sur le schéma, mais un audit de surveillance également, 1 an et demi après votre audit de renouvellement. Voilà, donc en fonction de la vie de votre entreprise, forcément, on peut être Calliope peut-être pendant 3 ans ou 6 ans ou 9 ans ou 12 ans ou future réforme, je ne sais pas à venir qui changera un petit peu tout ça. Mais en tout cas, là, ici, à l'instant T, on est sur ce fonctionnement. N'hésitez pas à me couper, s'il y a des questions, très sincèrement, parce que plutôt que de faire un monologue, ça peut être aussi intéressant que vous me coupiez à chaque fois, sur chaque diapo. J'ai juste une Oui. petite question concernant le fait que, en fait, imaginons qu'on fasse à la fois des bilans de compétences et des actions de formation. Oui. Comme il faut avoir déjà fait une action, est-ce que ces actions doivent être payantes ou est-ce qu'il y en a une qui peut être bénévole, par exemple? Est-ce qu'il peut y avoir Alors, une action de formation qui serait vraiment cadrée, qui suivrait le processus, etc., mais qui serait bénévole? C'est envisageable ou ça doit être rémunéré? il n'y a rien qui le précise dans les textes, c'est-à-dire que le prérequis, il n'y a rien qui dit que la prestation doit être financée. OK. Maintenant, en tant que certificateur, on a quand même une obligation de collecte des données comptables avant chaque audit. Pourquoi en fait? Alors, c'est pas tant pour vérifier qu'il y a eu des activités bénévoles ou pas, ça on s'en fiche, mais c'est surtout pour vérifier que vous êtes dans les tranches de chiffre d'affaires qui vont correspondre pour le calcul de la durée d'audit. Voilà, je vais en parler après, mais en fait, les durées d'audit ne sont pas les mêmes. Peut-être que vous avez d'autres confrères ou d'autres organismes que vous connaissez. Ils ont peut-être passé leur audit initial sur 1 jour et demi ou sur 2 jours. Vous, ne soyez pas surprise si par exemple vous passez votre audit sur 1 jour. Voilà, ça là-dessus, ce ne sera pas surprenant. D'accord, merci. OK? Super. Alors après, le référentiel national qualité. Alors ça, c'est un truc sur lequel tout le monde parle, tous les certificateurs, tous les auditeurs vous parlent de ça. En fait, c'est un peu la Bible, c'est le guide. Alors, il faut bien distinguer 2 choses. Il y a un référentiel donc là qui est encadré par l'aspect réglementaire, par des arrêtés, par l'arrêté du 6 juin 2019 qui vous précise qu'il y a 32 indicateurs avec la définition précise de chaque indicateur. Donc ça, c'est gravé dans le marbre, dans la loi. C'est pour ça d'ailleurs que les 32 indicateurs n'ont pas bougé depuis 2019 et qu'on n'est pas à 33, 34, 35 indicateurs aujourd'hui. Parce que ça nécessite de repasser devant l'Assemblée et de revoter des textes, ce qui est un peu compliqué. Par contre, en parallèle de ce référentiel, vous avez un document qui est très structurant, qui s'appelle le guide de lecture. Et ce guide de lecture, on vous parle de version 9 aujourd'hui. Il y a eu plusieurs versions en amont, version 8, version 7, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un document qui vit et qui est actualisé plus ou moins régulièrement avec des nouveautés, avec des éléments complémentaires sur le niveau attendu de chaque indicateur, les non-conformités potentielles, les exemples de preuves, tout plein de choses. Et ça, c'est vraiment le document sur lequel tous les audités s'appuient pour préparer leurs audits. Voilà, qui est accessible en ligne. Enfin, je pourrais vous transmettre aussi les liens. On a fait aussi une vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. Là-dessus, c'est voilà.
Donc, alors ça, on pourrait faire une vidéo d'1 heure sur le référentiel pour vous expliquer concrètement ce que c'est. Je crois que d'ailleurs, David, tu l'as prévu au programme, je crois. Il y a 7 critères, Ouais. 32 indicateurs. Exactement. Voilà. Il y a énormément de choses à dire sur le référentiel Calliope, qui avance continuellement. Il y a encore plein d'évolutions à venir. Il y a plein de choses effectivement à amorcer sur les différents critères, les différents indicateurs. Là, on n'aurait clairement pas assez de temps en 20 minutes pour pouvoir l'expliquer. Donc, il y aura effectivement d'autres webinaires plus particuliers par rapport à ça. Ok. Super. Alors oui, puis en plus, en fait, ce qui est important aussi à bien comprendre dans ce référentiel, c'est qu'il y a certains, et c'est ce que je vous disais par rapport à notre grille d'audit sur notre application, c'est que certains indicateurs sont applicables ou pas en fonction de situation. Et à l'intérieur même des indicateurs, il y a des points de conformité qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction de si on accueille du public ou pas, si on va chez nos clients, si on accueille des personnes en situation de handicap, si on fait de la formation à distance. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, après, on peut zoomer en fonction de chaque indicateur pour voir concrètement comment ça marche. Peut-être très vite parce que c'est pas forcément l'objet. J'ai pas envie de vous perdre là-dedans par rapport à ce que David a dit. Donc les critères sont déclinés en process. Vous avez des process support. Donc support, c'est tous les moyens que vous allez mettre à disposition, moyens humains, moyens matériels, locaux. Le process de management plutôt pour définir votre environnement, la veille que vous allez effectuer et puis finalement le pilotage de votre amélioration continue avec la collecte des appréciations, tout ça. Et puis au milieu, vraiment le cœur de votre métier qui va partir de l'information du public à la conception, ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, jusqu'à la mise en œuvre de la prestation et l'évaluation par les bénéficiaires. Voilà. Donc, ça, c'est assez classique. En fait, on part du besoin client et on va jusqu'à la satisfaction client. Et puis, en fait, on va finalement évaluer tout ce qui se passe entre les deux. Je vous ai parlé d'audit tout à l'heure. L'audit, c'est à pas confondre avec l'évaluation ou le contrôle. On n'est pas des contrôleurs fiscaux, on n'est pas des contrôleurs même de la DRETS, parce qui peuvent aussi eux-mêmes réaliser des contrôles. Et c'est aussi à distinguer des contrôles qui peuvent s'effectuer par les financeurs. Des fois, Pôle emploi réalise des contrôles, les OPCO réalisent des contrôles, la Caisse des dépôts et des consignations via le CPF réalise aussi des contrôles. Ça a été sujet à beaucoup d'échanges là depuis 2022 sur le sujet avec les fraudes au CPF. Mais en tout cas, voilà. L'auditeur, lui, il n'est pas là pour c'est pas un inspecteur, ce que je vous disais. Et puis aussi et surtout, c'est pas un consultant. Il n'est pas là non plus pour faire copain-copain, il n'est pas là pour vous dire quoi faire et pour vous aider. Il a toujours une posture, alors à la fois certes bienveillante, mais surtout neutre. L'auditeur est neutre. Il n'est pas là pour vous dire oh là là, la formation, bon, elle est nulle, elle n'est pas bien, elle est bof, Non, en fait, il est là, ok. Et surtout, on évalue un processus. On évalue un process de formation. On n'évalue pas le contenu de votre formation. Voilà. Lors d'un audit, on pose des questions, on interroge et surtout, on vous écoute. On vous écoute, on observe, on va analyser les preuves, on va essayer de comprendre comment ça peut s'articuler et surtout, ça peut respecter les différents indicateurs du référentiel. Voilà. Alors, je termine et puis après, j'accueille Nathalie qui vient d'arriver. Et donc, l'auditeur va ensuite émettre les constats. Donc, les constats, que ce soit donc les indicateurs conformes ou éventuellement les indicateurs non conformes. Voilà. Et c'est important aussi de bien comprendre que ce n'est pas le couperet final à la fin de la journée d'audit. Voilà, il y a X conforme et Y non conforme. C'est une démarche qui se fait au fil de l'eau pour éviter le stress aussi et pour éviter des éventuelles incompréhensions sur le sujet. Donc, pas de conseils, pas de préconisations, bien sûr, mais quand même, une déontologie très forte, un engagement de confidentialité aussi par rapport aux éléments que vous lui transmettez, que c'est assez super important, et puis un devoir d'impartialité. Voilà pour tout ça. Alors, l'audit initial, mais en fait, ça, au final, c'est le cas pour tous les audits. On vérifie le bon respect des indicateurs du référentiel sur la base de preuves. Très important parce que en fait, nous, on vous croit sur parole lors des audits, on vous croit, mais la parole ne peut pas suffire à chaque fois.
Donc voilà, ça va être des éléments documentaires, des écrits, des échanges de mails, des visualisations de plateformes, des fois numériques, hein, pour les cours en ligne, mais pas que. Ça peut être aussi des clouds avec des SharePoint et compagnie, pour pouvoir nous démontrer, voilà, que vous êtes dans le bon respect. Mais toujours pareil, sans jugement. Voilà. Moi, des fois, je fais des audits, c'est encore tout sur papier. J'ai aucun jugement en disant non, non, mais là, il faut passer en ligne, hein, tu verras, tu vas gagner du temps. C'est pas mon job. Voilà. C'est pas mon job. Même si des fois, voilà, on n'en pense pas moins. Voilà. Bonjour Nathalie qui nous rejoint. On a démarré depuis pas très très longtemps. Oui, je suis désolée, j'avais un problème de connexion Internet. J'ai Il dû n'y a pas appeler de souci. l'informaticien. Pour tout le monde. information, donc Nathalie, il y a de Oui. toute façon un replay, hein, qui sera prévu. L'enregistrement est en cours depuis le début, donc vous aurez l'occasion, hein, de pouvoir regarder effectivement tout ce que je n'avais pas pu voir jusqu'à présent. D'accord, merci David. Super. D'accord, ok. Donc l'audit initial, hein, donc il y a une journée d'audit, un petit peu plus en fonction des fois des particularités, chiffre d'affaires, catégorie de formation. On transmet ensuite un rapport, on traite éventuellement ce qu'on appelle des non-conformités. Ça, c'est un process à part entière qui pourrait prendre aussi 1 heure à vous expliquer, donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais généralement, ça se passe bien, il y a des délais à respecter, il y a des propositions d'action à transmettre à l'auditeur avec des éléments de preuve en fonction de la criticité de la non-conformité. On décide ensuite de la certification et on émet un certificat. Donc ça, en fait, tout se fait sur Apollo, sur l'application. Et derrière, vous avez votre certificat que vous pouvez télécharger en PDF, en format image. Ça, c'est pratique des fois pour mettre soit sur votre site, soit sur vos réseaux sociaux, peu importe. Et puis, vous avez aussi un lien web, en fait, où on vous a matérialisé votre certificat sous forme de lien web. C'est intéressant, ça, pour pouvoir le transmettre aux financeurs ou pour pouvoir le mettre aussi sur votre site web. Et surtout, en fait, il est toujours à jour, donc il est actualisé en temps réel. Et ça peut être intéressant. Les constats, hein, donc ce que je vous disais, l'auditeur va lui dire si c'est conforme, non conforme, mineur ou non conforme, majeur. Voilà. Donc mineur, ça ne remet pas en cause la qualité de la prestation. Majeur, il y a un risque que ça pourrait remettre en cause la qualité de la prestation. Alors moi, j'insiste bien sur le fait que c'est au sens du référentiel, hein. Des fois, on peut, entre guillemets, se prendre une non-conformité majeure. Ça ne veut pas dire que l'organisme est nul. Ça veut dire tout simplement qu'il a peut-être mal compris l'exigence de l'indicateur, il a peut-être mal compris, voilà, et puis il y a peut-être eu aussi une nouveauté entre-temps, et donc il y a une non-conformité majeure, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça peut être traité dans des délais raisonnables, hein, parce que vous avez 3 mois dans les textes pour traiter un écart majeur. Voilà. Alors, je ne sais pas, du coup, peut-être pour les dames qui sont déjà Calliope, est-ce que vous avez déjà réalisé votre surveillance? Moi, le mien, il va avoir lieu au mois d'août. Ah, ok, super. Bon, bah super. Moi, pas encore non plus, au mois de mai-juin aussi. D'accord, ok, donc dans l'année, ok. Alors, Oui. bon, bah, la surveillance, alors, on peut en parler, mais c'est donc entre le 14e et 22e mois. Moi, j'ai coutume de dire que c'est 1 an et demi après l'obtention, hein, de votre certificat. Et après, ça, c'est en planification conjointe avec votre certificateur, voilà, pour que ce soit vraiment dans cette période. Le but, en fait, c'est tout simplement de reprendre les exigences du référentiel. Et puis, alors, surtout, quand même, la petite particularité de la surveillance, c'est que il y a quand même 2 fois moins de temps, hein. Il y a 2 fois moins de temps que par rapport à l'initial. Alors, il y a 2 fois moins de temps, mais il y a aussi, alors, je dirais pas qu'il y a 2 fois moins d'indicateurs, mais les textes, et notamment un arrêté du 31 mai 2023, nous précisent qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent ne pas être audités. Et ça, c'est en fonction, voilà, de la sensibilité de l'auditeur. Nous, on a fait le choix, par exemple, chez Certifopac, de sortir tous les indicateurs qu'on n'avait pas en fait à auditer. On les sort comme ça, il y a une non-discrimination et tous les audités sont sur le même process. Si le texte nous dit que que l'indicateur 8, par exemple, alors là, je le dis comme ça, hein, mais c'est peut-être pas le cas, mais que le 8, il n'est pas forcément auditable, on ne l'audite pas. Sauf bien sûr, s'il a fait l'objet d'un écart à l'audit précédent, hein. Voilà, c'est aussi en fonction, ça c'est de la logique, hein. Vous faites votre surveillance, très bien. Que se passe-t-il ensuite à la fin donc, de votre cycle de certification? Vous devez planifier un audit de renouvellement. Alors attention, ce renouvellement et surtout la décision de renouvellement doit se faire avant la fin de validité de votre premier cycle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette décision de renouvellement qui va finalement qui va permettre d'intégrer un nouveau cycle, un cycle numéro 2,
et donc de vous recertifier à partir en fait, à J+1 de la date de fin de validité de votre premier cycle. Okay, donc ça, c'est important. Souvent, c'est assez compliqué. Là, moi, on a des clients souvent qui viennent par anticipation, presque des fois 1 an avant la fin de validité de leur certificat, pour nous dire: «J'aimerais planifier le renouvellement». C'est juste génial parce qu'en fait, on peut anticiper, on peut planifier en fonction aussi de leur planning. Des fois, les congés d'été, je sais pas, ou les fêtes de fin d'année, enfin, des fois, ça peut être très compliqué. Donc, plus on s'y prend tôt et mieux c'est. Voilà, en sachant que le renouvellement peut être fait, en fait, si on prend les textes, hein, dans la dernière année, du cycle de certification. OK? Après, chaque certificateur a son process. Nous, je sais qu'on relance, tous les 2 mois avec un petit formulaire en ligne à nous remplir pour nous déclarer les changements, pour nous déclarer, un certain nombre d'éléments documentaires obligatoires, et donc en fonction de ça, ensuite, on peut émettre une nouvelle proposition commerciale, avec justement les durées actualisées. Parce que les durées peuvent changer, et voilà, tous les éléments peuvent changer. Voilà pour ça, donc bien comprendre cette notion de cycle. Est-ce que ça va pour le petit aperçu, Calliope? Bon, dans son ensemble, après, bon, pour ceux qui sont déjà Calliope, ça devrait aller, je pense, hein, mais voilà. Juste une petite question, ça veut dire que on peut le programmer dans l'année qui précède et ça Oui. démarrera à J+1. Oui, 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 ouais. Ça veut dire qu'en fait, ouais, c'est toujours comme ça. Alors c'est un peu contre-intuitif, j'allais dire, mais en fait, au final, des fois, ça peut arriver, par exemple, qu'on passe un audit, de renouvellement après, allez, je dirais n'importe quoi, 4 ou 5 mois avant la fin, mais le certificat officiel en cycle 2, alors lui, nous, en fait, on l'édite quand on décide, de votre renouvellement, mais il ne sera valable uniquement qu'à J+1 de la fin de validité, donc 4 ou 5 mois après. Ouais, c'est ça. Ok. Mais de toute façon, à l'instant T, il n'existe, dans la nature qu'un seul certificat Calliope, valide. Voilà, celui avec les bonnes durées, enfin avec les bonnes dates. D'accord. Merci. De rien. Super. Alors écoutez, on va se faire maintenant un petit point. Alors sur la sous-traitance, c'est des diapos que j'ai récupérés d'un webinaire, qu'on avait fait spécifiquement sur la sous-traitance. Donc j'ai pas envie de vous perdre sur des notions un peu confuses, de textes de loi ou de machin comme ça. Je vais aller vite sur certains aspects, hein, et si vous voulez rentrer plus dans le détail sur, la sous-traitance, les interactions, les obligations, là-dessus, voilà, on va pouvoir le faire là ce matin, sur les notions générales, mais on ne pourra pas rentrer dans toutes les petites particularités. Et avant de parler de la sous-traitance, on peut accueillir, madame qui vient d'arriver. Alors c'est écrit Sapsabilan, mais je Oui, ne pense en pas que ce fait, soit votre prénom. j'étais sur le téléphone Ah super, et je d'accord. passe Ah oui, ça y est, sur OK, c'est l'écran. bon. J'ai compris, ça y est, j'ai compris. Ok. Nickel. Donc allez, on peut y aller. Donc sous-traitance. Alors, déjà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, parce qu'on entend tout, on entend tout et son contraire sur, alors d'ailleurs, surtout dans le monde de la formation: «Ouais, moi, je suis sous-traitant. Oui, mais en fait, moi, je suis pas sous-traitant». Moi, j'ai voulu vraiment reprendre les textes et surtout les textes sourcés avec, les définitions à la fois de la loi et alors des fois du code du travail, des fois du code civil aussi, enfin voilà. On entend en fait, 2 termes dans le marché de la formation professionnelle. On entend à la fois le terme de sous-traitant et le terme de prestataire de service. Et moi, en plus, enfin, je l'ai vécu moi-même parce que je suis un ancien formateur indépendant. Je me souviens bien avoir signé des contrats de prestation de service alors qu'en fait, j'étais sous-traitant. Voilà, en fait, j'intervenais comme sous-traitant et donc il y a même comment dire? Voilà, en fait, une sorte de flou artistique dans le marché, mais enfin, sans mettre la faute, hein, sans mettre la faute sur les prestataires parce qu'on est tous pareils. Si c'est pas clair en amont, c'est aussi qu'il y a peut-être un souci tout en haut. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais résumer là-dessus. Donc sous-traitant, un sous-traitant, en fait, c'est quelqu'un qui intervient pour le compte d'un entrepreneur principal, donc ce qu'on appelle nous communément un donneur d'ordre ou un commanditaire, pour réaliser une prestation. Ok, donc le sous-traitant, lui, contractualise avec son donneur d'ordre et ce même donneur d'ordre contractualise, lui, avec un client. Voilà, et ça, c'est le truc classique, hein, que l'on voit dans le marché de la formation. Et notamment pour l'animation des formations. Après, on pourrait avoir aussi un autre dispositif qui serait donc la prestation de service
où là, vous avez un maître d'ouvrage, donc toujours pareil, un donneur d'ordre, on va dire, qui contractualise avec un prestataire pour réaliser un service. Et là, ce service, ça pourrait être, bah, tiens, est-ce que tu peux me refaire ma plaquette de formation pour l'année 2024? Ou alors, est-ce que tu peux me faire un déroulé pédagogique pour ma formation bureautique? Là, en fait, c'est du B2B, quoi. On est plutôt sur une dimension entreprise-entreprise, voilà, avec une réponse à un besoin. Mais quand vous mettez un client par-dessus tout ça, avec cette dimension, là, ce que je disais, sous-traitant, donneur d'ordre et client, bah là, on est dans un triptyque. Et qui dit triptyque, dit bah, justement tout ce que je vais vous présenter ici sur la notion de sous-traitance en formation et les obligations qui vont en découler. Ok. Et n'hésitez pas à me couper si je ne suis pas clair, parce que je sais que c'est voilà, des notions, c'est des mots-clés qui ne sont pas forcément très évidents. Donc, moi, de ce qu'on a compris, en tout cas de ce qui ressort des différents textes, c'est que, bah, bien sûr, et comme dans tout marché professionnel, que ce soit dans le monde du transport, de l'énergie ou de n'importe quoi, vous avez de la sous-traitance, hein. Et donc, un organisme de formation peut choisir de déléguer tout ou partie d'une prestation, que ce soit l'analyse du besoin, que ce soit sa conception, que ce soit son exécution ou que ce soit son évaluation. OK? Un sous-traitant, alors là maintenant, je vais parler uniquement des textes liés au CPF, aux comptes formation. Un sous-traitant, dans le cadre des textes CPF, est une personne physique ou morale à qui l'on confie l'exécution en tout ou partie d'une prestation. Donc, si vous êtes amené, vous, par exemple, demain ou même aujourd'hui, vous êtes au CPF, vous faites du bilan de compétences ou de la formation, et demain, vous souhaitez faire intervenir un autre intervenant, hein, une autre personne, eh bien, dans ce cas-là, ce sera un sous-traitant, au sens des textes. OK? Et donc, bah, ce sous-traitant, il va devoir avoir un certain nombre d'obligations à respecter, notamment avoir un numéro de déclaration d'activité, comme vous, ça c'est important, et quel que soit le volume d'activité. En fait, il n'y a pas dans les textes de loi, on ne vous dit pas aujourd'hui, il faut un NDA à partir de 35 heures de formation dans l'année, hein. Du moment qu'une personne fait 1 heure ou 2 heures ou 10 heures, bah, en théorie, dans les textes en tout cas, bah, il est censé avoir un numéro de déclaration d'activité. OK. Il y a une petite tolérance, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais si vous faites des formations en langue, par exemple en anglais, on pourrait éventuellement faire intervenir des formateurs qui sont à l'étranger, en Australie, au Canada ou n'importe où, bah, pour échanger, voilà, pour former l'apprenant. Il y a des tolérances là-dessus qui peuvent s'appliquer, où il n'y a pas besoin d'avoir un MDA. Mais en tout cas, bon, c'est à la marge. Et là, il vaut mieux s'orienter auprès des DRETS pour avoir toutes les infos sur le sujet. Je ne reviens pas là-dessus, mais en fait, hein, vous l'avez compris tout à l'heure quand j'ai présenté Calliope. Je vous ai dit tout de suite que Calliope, c'était uniquement si on voulait les financements publics. OK? Donc là, c'est très clair là-dessus, c'est que ça implique uniquement que ce soit les organismes qui interviennent de manière directe avec l'apprenant, avec leurs bénéficiaires, qui sont concernés par Calliope. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà eu l'habitude d'aller consulter le guide de lecture du référentiel sur Calliope, hein, donc en sa version 9, même avant, vous avez un indicateur 27 qui encadre en fait déjà l'usage de la sous-traitance, l'usage des prestataires en fait qui font appel à la sous-traitance. Vous avez quand même une petite nouveauté depuis le 8 janvier. Oui, David? Ouais, et juste une petite information supplémentaire par rapport à ce que tu dis, Jimmy, Vas-y, une vas-y. petite nuance. Oui, effectivement, Calliope permet les financements publics. Malgré tout, il faut en être conscient et les professionnels aujourd'hui, les employeurs, hein, les entreprises en ont de plus en plus conscience et le demandent en termes de qualité du système de l'entreprise, tout simplement du prestataire. Donc, Calliope se généralise même chez les professionnels indépendants. Ça, c'est une très bonne remarque et on le ressent nous. Alors, on l'a déjà ressenti nous avant la V9 et tout le tralala là, qui s'est produit depuis fin 2023, où déjà on avait nous par exemple des demandes de formateurs qui nous faisaient des mails en disant ah ben voilà voilà j'ai mon gros donneur d'ordre. Alors je vais pas citer de nom, mais j'ai mon gros client formation qui m'oblige en fait à être Calliope pour que j'intervienne chez lui en sous-traitance. Voilà. Et nous, on avait un problème. Alors, on pouvait finalement l'auditer, mais ce n'était pas naturel en soi parce que
les premiers textes Calliope et le guide de lecture en tant que tel, lui, en fait, il est dimensionné pour le donneur d'ordre. Hein, quand on vous parle d'analyse du besoin ou d'information du public, quand on est sous-traitant, est-ce que c'est à nous d'informer le public? Non, c'est le donneur d'ordre qui, lui, informe son public, contractualise et ensuite fait appel à son sous-traitant. Oui, Alors moi, c'est je suis assez Nathalie. perdue. J'interviens pour les pompiers où ils font passer dans mon centre des PSC1. Oui, oui. Alors, les pompiers me disent la convention suffit, j'ai pas besoin d'un contrat de sous-traitant. Ça dépend. Le PSC1, il est financé comment? Ah, elle est financée par les bénéficiaires individuellement. Alors là, vous faites comme vous voulez. Hein. Ok. Là-dessus, c'est pas encadré en tout cas. C'est pas encadré aujourd'hui. Voilà. D'accord, parce que moi, je Le... faisais en croisé. Je croisais, donc c'est-à-dire que je faisais à la fois ma fiche d'émargement, je demandais tous les documents, que ce soit pour le Calliope. Ouais, bien sûr. Et lui, de son côté, il faisait pareil. Donc, je lui dis, par contre, il n'y a que lui, puisqu'il est enregistré, c'est son action. Et c'est vrai que j'étais assez perdue. Je ne savais pas comment le rentrer sur mon BPF. Voilà, cette ligne. D'accord, ouais, alors ça, c'est encore autre chose. Mais OK. en fait, qui signe au final? Vous signez avec les clients ou les clients signent avec les pompiers? Alors, moi, je signe la convention avec les pompiers et eux, Ouais. ils me financent. Voilà. Et moi, je rétribue la participation aux pompiers. Alors, quand vous dites eux, ils financent, c'est les clients qui vous Oui, financent. les clients. Ouais. Ouais, donc il y a quand même un contrat entre les clients et vous. Ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est les pompiers interviennent en tant que sous-traitants. Oui. D'accord. Là-dessus, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais en fait, au final, à l'instant T, Oui. hors financement CPF, il n'y a aucune disposition réglementaire qui vous impose OK. d'avoir un contrat et de leur imposer également d'être Calliope. Vous pourriez dire, par exemple, je ne sais pas dans quel département vous êtes, nous, on a des clients qui sont ce qu'on appelle des unions départementales de sapeurs-pompiers Oui, qui c'est sont ça. C'est dans le certifiés. 91. Oui. Voilà, c'est les UDSP. Il y a des UDSP qui sont certifiés Calliope et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, OK. parce que bon, elles sont pas au CPF, elles font aucun financement, elles sont pas, voilà. Donc ça, OK. voilà, ça peut dépendre, quoi. Ça peut OK, dépendre, merci. Excusez-moi. de rien. Donc, pas d'obligation d'être certifié pour le sous-traitant, ça c'est de manière générale. Et donc, il y a quand même un petit nota bene qui est apparu depuis le 8 janvier, où on vous dit qu'en dehors des cas prévus par des dispositions légales ou réglementaires, cet indicateur n'impose pas au sous-traitant d'être certifié. Donc, si je reformule, en fait, en dehors des cas prévus, le cas prévu que tout le monde a vu passer fin décembre, c'est que on exige maintenant Calliope au CPF pour les sous-traitants. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, en fait, cette version 9 qui a été publiée, donc cette version 9 du guide là, qui a été publiée en janvier, elle vient boucler la boucle avec tous les textes réglementaires qui sont sortis au sujet du CPF et surtout de l'encadrement de la sous-traitance au CPF. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas revenir là-dessus, sur l'historique de pourquoi il y a eu une loi au CPF avec la fraude au CPF, tous ces éléments. Je pense que vous êtes déjà un petit peu, voilà, vous avez déjà vu un peu passer ici ou là toutes les infos. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est quoi? Je vais zoomer là-dessus. On va zoomer là-dessus, en fait, surtout sur le. Non, voilà, je vais juste zoomer là-dessus. Par rapport à une loi de fin 2022 qui est sortie, qui a été précisée ensuite par le décret de fin 2023. En gros, ce qui se dit dans tout ça, c'est que je suis au CPF, je fais intervenir des sous-traitants dans le cadre du CPF. Donc, par exemple, Marie-Pierre, vos bilans demain, vous en sous-traitez parce que vous connaissez quelqu'un qui est super et qui peut intervenir pour vous seconder parce que vous avez un peu moins le temps. Et bien maintenant, la question ne se pose plus du tout. La personne doit être Calliope. Alors, sauf, et après je vais revenir sur les sauf. Ok. Mais de base, elle doit être Calliope. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Être Calliope, mais ça aussi, ça suppose également, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, quand on est Calliope, il faut avoir un NDA. Donc, il faut avoir toute la popote interne NDA, faire son bilan pédagogique et financier chaque année, tout ça. Donc, des fois, je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément très fans de ça. Ce fameux décret d'application, alors, il est venu préciser certaines choses, parce que forcément, quand on dit dans la loi, il faut être Calliope, ok, super, vous êtes gentil, mais comment on applique ça? Comment on applique ça? Est-ce qu'il n'y a pas des petites nuances à apporter en fonction des sous-traitants aussi? Parce que tout le monde ne fraude pas. Il y a peut-être une grande majorité des gens qui font bien leur travail aussi. Donc, comment on met en place tout ça? Donc, dans ce décret, alors,
on parlera peut-être, si on a le temps tout à l'heure, du plafond, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout de vous préciser le sauf. OK? Donc, l'obligation de Calliope, elle existe, sauf, et ça c'est précisé dans ce décret, sauf pour ceux qui sont au régime microsocial. Et le régime microsocial, ça veut dire quoi? C'est communément les micro-entrepreneurs, voire les auto-entrepreneurs pour ceux qui ont l'habitude de ce terme aussi. Donc, les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs ne sont pas concernés par Calliope. Donc, au final, ils sont dispensés. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Autrement dit, la personne qui est en SASU, je ne sais pas si vous êtes en SASU, je ne sais pas si voilà, mais la personne qui est en SASU, qu'elle fasse 20 000 euros, 40 000 euros, 80 000 euros de chiffre d'affaires, elle est concernée par Calliope si elle intervient en sous-traitance au CPF. OK? Je reformule. Une personne qui est en micro-entreprise, qui fait 20 000 euros, 40 000 euros, 60 000 euros, allez, elle n'est pas concernée. Alors attention, alors moi, c'est un cas que je n'ai jamais vu, hein, parce que je ne vois pas trop l'intérêt, mais une personne qui serait sous le régime microsocial, mais qui dépasserait 77 000 euros de chiffre d'affaires, ne serait plus dispensée. Voilà, ça c'est un seuil aussi qu'ils ont voulu mettre dans la loi. J'ai pas encore de contre-exemple vraiment d'organisme qui serait vraiment dans ce cas-là où, par exemple, parce que quand on est en micro-entreprise, quand on dépasse le seuil, on dépasse le seuil. Après, voilà, en fait, on passe en EURL quand il y a un délai, je sais plus, 6 mois, 1 an, enfin bref. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément d'intérêt pour un micro-entrepreneur de rester sous le régime microsocial une fois qu'on dépasse les 77 700 euros. Il y a des notions après juridiques ou techniques un petit peu en lien, mais en tout cas, voilà, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Voilà, je sais pas si j'espère ne pas avoir perdu tout le monde par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est des petites choses. Donc, si dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous avez ce genre de projet par rapport au CPF, bah, sachez-le. Sachez que c'est important parce qu'en fonction de ça, ce ne sera pas les mêmes contraintes. Je passe également sur la petite partie. Alors, il y a une autre partie aussi, vous savez, je dis n'importe quoi. Par exemple, vous faites de la bureautique au CPF, vous devez vous adosser avec un certificateur. Avec un certificateur, par exemple, il y a TOSA, ENI, tous ces éléments, pour pouvoir passer une certification Excel ou une certification Word. Et donc, le donneur d'ordre est habilité. Donc, il a le droit de former, de s'adosser sur cette certification. Les textes à l'instant T précisent que le sous-traitant devrait également avoir ce droit. Et ce qui peut, là, ce qui est juste fou, parce que ça voudrait dire que, si par exemple, je prends l'exemple du TOEIC en anglais, qui est propriété d'une entreprise qui s'appelle ETS Global. Donc ETS Global, ça voudrait dire que ils doivent habiliter des donneurs d'ordre, donc plusieurs milliers en France, et il faudrait qu'ils habilitent aussi les sous-traitants des donneurs d'ordre. Donc plusieurs milliers, voire peut-être même plusieurs dizaines de milliers, je ne sais pas. Ce qui est juste fou, en fait, c'est énorme comme travail. Donc, je ne vois pas comment ça peut s'articuler aujourd'hui. C'était ce que j'ai mis en rouge ici. On attend de voir des éventuelles précisions de la Caisse des dépôts via une FAQ qui viendrait compléter tout ça. Bon, c'est pas encore sorti, mais voilà. Pardon, sur la question de la sous-traitance, Oui, vous dites que quand on est micro-entrepreneur, qu'on est sous-traitant d'un cabinet qui, lui, a Calliope, on n'a pas besoin de Calliope, c'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Mais en tant que micro-entrepreneur, quand on propose ces formations sur le CPF, là, même si on est en micro, on a besoin d'être certifié Calliope. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est voilà. En fait, là, vous êtes donneur d'ordre au final, et c'est pas lié au statut, quoi. On est donneur d'ordre, on peut être un donneur d'ordre associatif. Il y a des coopératives aussi, hein, des SIC, des SCOP qui peuvent être sur ce schéma-là, des indépendants, des sociétés, des établissements publics. Là, c'est vraiment quel que soit le statut. Ouais. Cette notion de micro-entreprise, en fait, elle vaut vraiment uniquement pour les sous-traitants, pour définir s'ils sont concernés ou pas. OK. Je rentre pas dans le détail non plus, mais ça peut être aussi en lien par rapport à la question de Nathalie sur le sujet, par rapport au contrat. Tout à l'heure, on parlait de la convention. Il y a aussi dans ces textes-là une obligation de contrat de sous-traitance entre le donneur d'ordre et son sous-traitant, OK, et de mentions spécifiques dans le contrat à bien mettre, en fait, à bien faire apparaître. Et ça, c'est important. Alors, je vais vous les montrer, ces mentions. Elles apparaissent en fait dans un des articles. C'est toute la partie qui est ici. Donc, le contrat mentionné précise les mentions, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés,
la durée, la période de réalisation et le montant de la prestation. Ça, c'est important parce qu'en fait, ça va permettre ensuite à l'auditeur Calliope, hein, qui va aller auditer le sous-traitant, de pouvoir finalement adapter son audit en fonction de la mission qui a été sous-traitée. Parce qu'on ne va pas forcément auditer de la même façon l'audit. On va pas forcément, on va pas forcément auditer la personne qui a juste fait l'animation de la formation et qui s'est arrêtée là. Et puis l'autre sous-traitant qui a fait aussi le positionnement, l'évaluation à la fin de la formation, et puis tout plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est en lien avec les missions qui sont confiées par le donneur d'ordre. OK? Si jamais je vous enverrai ce petit lien, alors là, je peux peut-être le faire tout de suite. Hop, je vais vous le mettre dans le chat. Ça fait une page en fait qui résume un petit peu tout ça. Hop, sur le web avec un petit formulaire sympa. Donc ça, c'est gratuit, hein. Ça, c'est en ligne, c'est très simple. Vous avez 3 questions et en fait, en fonction des questions oui, non, ça vous affiche si vous êtes concerné ou si de potentiels confrères ou consoeurs seraient concernés par rapport à leurs activités. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller regarder. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que vous avez, alors déjà sur la partie sous-traitance, est-ce que vous avez des questions de votre côté? David? Ouais, excusez-moi. Allez-y. Qui souhaitait parler? Je crois que c'était. Non, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Oui, j'ai une dame moi, qui m'a posé une question sur Coedio. Oui. Sa question était la suivante. Alors, le sous-traitant doit être certifié Calliope s'il est en SARL. Ça, visiblement, elle l'a compris. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sa question est, mais quid du centre de formation qui est certifié Calliope pour ses prestations et qui souhaite devenir sous-traitant d'un centre de bilan de compétences? Sa certification Calliope au titre de ses actions de formation est-elle suffisante ou bien doit-il être aussi certifié pour les bilans de compétences? Alors, c'est une excellente question. En fait, on est un peu là sur un usage mixte. Donc, l'OF est déjà certifié sur l'AFC, sur la formation. Voilà. Et donc, Sans il donneur d'ordre. intervient en sous-traitant sur du bilan et il se demande est-ce qu'il doit être certifié sur du bilan? Exactement. Pour moi, la réponse est oui. Pour moi, la Voilà, c'est ça. réponse est oui, parce que le bilan de compétences est une activité à part entière, c'est une catégorie à part entière. Et donc, en fait, le sous-traitant, au même titre que le donneur d'ordre, voilà, si on fait de la sous-traitance à la fois formation, bilan, ça pourrait être même aussi VAE, eh bien, il devrait en fait être certifié sur les 3 catégories ou sur les 2 catégories. Ouais. Alors, est-ce qu'éventuellement, cette personne pourrait se servir justement de ces bilans de compétences? C'est ce que j'avais suggéré pour pouvoir après mettre en place, pourquoi pas, son extension, elle, sur Calliope. Eh ben, alors, en fait, c'est toute la complexité de la version 9 et de ces nouvelles obligations. C'est qu'en fait, on va arriver en fait sur un format où on va avoir certains sous-traitants qui vont se servir dans le cadre de leur audit des éléments de preuve qu'ils ont eus avec leur donneur d'ordre, les documents, enfin voilà, pour eux-mêmes passer leur audit pour respecter Calliope pour l'obligation sous-traitance. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui se passe au Calliope, c'est que rien ne distingue un Calliope sous-traitant d'un Calliope donneur d'ordre. Donc, en fait, le sous-traitant aura le même certificat que son donneur d'ordre. Donc, si 3 semaines après, il dit bon, maintenant, ça y est, je suis Calliope, je veux faire du direct, je veux aller travailler, bon, après, c'est pas les mêmes enjeux, bien sûr, hein, mais en tout cas, techniquement, aujourd'hui, il n'y a rien qui le bloque pour le faire. Très bien, Ça pose merci. aussi des problématiques et ça, nous, on a parfois un peu du mal, alors même si voilà, on n'est pas là pour ça, mais ça pose des problématiques aussi dans les audits, dans la contractualisation entre le sous-traitant et le donneur d'ordre. Moi, je dis n'importe quoi, mais si le donneur d'ordre, et peut-être qu'il a intérêt à le faire, a tout un pavé sur la confidentialité, sur le fait que les documents sont protégés, sont propres et qu'ils ne doivent pas être resservis ensuite derrière pour d'autres éléments. En soi, le sous-traitant, lui, voilà, il doit s'engager à pas se servir de ces documents. Donc, il y a aussi toute une notion de confidentialité,
Où là, en fait, il y a, je vous cache pas, un flou artistique, quoi, parce que l'auditeur, en une journée, il va pas faire une analyse de risque et une analyse de machin, de trucs de droit, pour vérifier si le document qu'on lui montre, c'est vraiment le document du sous-traitant ou c'est un document qui a servi il y a 3 mois et qui a été édité par un donneur d'ordre. Ça, aujourd'hui, c'est impossible sur le marché. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, là, tu touches du doigt un truc, voilà, que je pense que les autorités n'avaient pas anticipé. Et un Ouais. petit peu. Alors, c'est pas C'est en pour ça fait. que c'est intéressant de te poser la question. Bah oui. Je sais pas Alors, s'il il y a nous reste 5 minutes. d'autres Est-ce que vous questions. avez d'autres questions à poser, Magali, Afaf, Nathalie, Marie-Pierre? Non. Non plus. Ok. Qu'avez-vous pensé? Alors, maintenant, un petit retour de votre part. Qu'avez-vous pensé effectivement de cette intervention? Moi, j'ai juste une question à poser par rapport à l'audit de renouvellement. Oui. Si l'organisme de formation n'a effectué aucun bilan de compétences, est-ce qu'il peut être audité ou alors il faudra mettre en action un bilan de compétences qui sera offert aux bénéficiaires? Ouais, je comprends. Alors, c'est une excellente question qui se posait pas avant, parce qu'il n'y avait pas cette notion de prérequis, là, comme je le disais tout à l'heure, de prérequis d'avoir au moins réalisé une prestation avant l'audit. Alors, pour répondre à votre question, si vous arrivez, alors j'ai bien compris pour le renouvellement, hein, mais si vous arrivez à votre audit de surveillance et que depuis l'initial, il ne s'est rien passé, on va dire que c'est toléré. Voilà, enfin voilà, c'est toléré qu'il n'y ait pas eu de prestation. Voilà, il peut s'être passé plein de choses aussi, hein, voilà, des soucis perso, pro, qui ont fait que l'activité ne s'est pas développée. Mais en tout cas, pour revenir sur le renouvellement, dans les textes, en fait, un renouvellement se réalise selon les mêmes conditions qu'un audit initial. Et donc, cette obligation d'aller vérifier ce fameux prérequis de réaliser au moins une prestation. Alors, pour les bilans de compétences, c'est un peu plus light, dans le sens où c'est soit réaliser ou avoir au moins démarré la prestation, puisqu'on considère qu'un bilan de compétences, c'est une prestation longue. Donc voilà, si ça a démarré, si, il y a déjà eu au moins 2 à 3 sessions de, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on s'en fiche, mais au moins, vous pouvez justifier que ça a bien démarré. Voilà. D'accord, Et merci. il y a un autre élément par rapport à ça. Il ne faut pas oublier non plus que cette situation-là, il est liée aussi à la déclaration sur le BPF. En soi, il y a une règle avec le BPF. C'est que, imaginons à FAF, tu fais, je ne sais pas, moi, je vais dire une bêtise, que du bilan de compétences. Tu as un trou, pour X raisons, tu as un trou entre ton audit de surveillance et ton audit de renouvellement. Tu n'as pas d'activité. Ton BPF, forcément, va se retrouver à zéro. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? C'est-à-dire une perte de ton NDA. Eh oui, Puisque ça, je sais, l'un ne va pas sans l'autre. c'est clair, Et sans NDA, tu ne peux plus conserver ton Calliope. c'est clair. Donc, il faut aussi faire attention à chacune des situations. Mais là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. Ouais. Super. J'en profite, je termine parce qu'on a encore un tout petit peu de temps. Je vous fais une petite démo alors là, je vous ai parlé tout à l'heure hein, de notre application d'audit. Je vous fais une toute petite démo en fait pour vous montrer concrètement comment ça se matérialise sur l'application. Je sais pas, voilà. Alors là, j'espère que tout le monde voit l'application. Donc, bon, on est sur une application somme toute très classique hein, avec voilà plusieurs éléments. On met une petite infobulle en fait sur l'application à chaque actualité. Dès qu'il y a un nouveau texte qui sort, le guide de lecture qui est actualisé. Donc ça permet aussi quand on se connecte ici ou là, en fonction de où on se trouve pendant son cycle, ben, d'aller vérifier les infos parce que c'est quand même important, c'est réglementaire. Et nous, on a l'obligation de vous transmettre ces informations. Je vais vous montrer en fait à quoi ressemble un audit. Voilà. Donc vous avez là par exemple, bon alors là on est dans le cadre d'un audit initial, hein, mais là on pourrait s'imaginer toute la suite, hein, initiale, surveillance, renouvellement, et en fait vous avez tout l'historique après de vos audits avec les documents en lien, les rapports et compagnie. Donc dans cet audit initial, alors dans un premier temps, avant chaque audit, vous devez remplir toutes les informations en lien avec votre organisme. Une preuve d'existence juridique, un organigramme. Alors ça je sais, désolé du terme, mais c'est débile. Pour les formateurs indépendants, pour les formatrices indépendantes, c'est un peu dommage de vous le demander, mais en tout cas, la réglementation nous l'impose.
hein, du fait maintenant de nouvelles exigences. Donc, en tout cas, il nous faut un organigramme, même pour les indépendants. Et puis, un bilan pédagogique et financier, bien sûr. Voilà. Et donc, nous, une fois qu'on a ça, on peut affecter l'auditeur, planifier, plan d'audit et compagnie. Et derrière, vous, en parallèle, vous avez en fait accès à la grille d'audit qui sera utilisée par l'auditeur le jour de l'audit. Et ça, c'est génial parce que, alors je vous le montre comme ça, mais vous avez donc des questions préliminaires avant l'audit. Donc là, par exemple, bilan de compétences, bah tiens, la question qu'on avait tout à l'heure, ah bah j'ai pas mis en œuvre de formation avant l'audit, est-ce que c'est grave? Bah là, si c'est non, bah oui, c'est grave parce qu'en fait, attention, l'audité doit avoir mis en œuvre une prestation avant l'audit. Donc là, nous, on reprend contact avec la personne pour dire bah, comment on fait. Peut-être qu'on peut aussi différer l'audit de quelques semaines, le temps qu'il y ait une prestation qui soit mise en œuvre. Ça, c'est aussi possible, hein. Donc en fonction de ça, alors là, je vais essayer d'aller vite, mais hop, 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 hop. Voilà. Donc là, quand je mets toutes les questions, ah oui, il faut que je mette toutes les. Hop, on va mettre tout en oui, pardon. On va faire comme ça. Donc là, c'est. Alors ça, c'est l'auditeur hein, qui le remplit, mais vous pouvez le faire en amont. Et une fois que tout est rempli, vous avez en fait toute votre grille d'audit qui apparaît. Alors là, par exemple, tiens, tenez, ça c'est intéressant. Sur la partie euh, tac, 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 voilà. Sur la partie VAE, eh bien, les indicateurs 1, 2 et 3 n'apparaissent pas. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a eu dans les questions préliminaires la question bah, souhaitez-vous réaliser donc l'audit selon la version 9 et surtout est-ce que l'échantillonnage de l'auditeur porte uniquement sur des prestations qui ont été sous-traitées? Et dans ce cas-là, la version 9 du guide nous dit que les indicateurs 1, 2 et 3 ne sont pas applicables. Donc, les indicateurs 1, 2 et 3 ne s'affichent pas dans la grille. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de réfléchir à aller dans le guide PDF, de dire attends, là, c'est quel indicateur qui me concerne ou machin. En fonction des questions qui sont renseignées, vous savez tout de suite ce qui vous concerne ou pas. Voilà. Et une dernière petite chose pour vous montrer aussi ça, parce que je trouve ça sympa. Indicateur numéro 5, par exemple, qui a fait l'objet de précision, alors à la fois dans la version 8, hein, donc là, nous, on met ici précision V8. Les objectifs spécifiques sont définis de façon opérationnelle, blablabla. Alors là, vous n'avez pas la main, hein. Sur la vue client, là, vous n'avez pas la main. Bien sûr, c'est l'auditeur qui va mettre oui, partiel ou non le jour J. Mais en tout cas, vous pouvez même, si ça vous, si ça vous aide de votre côté, avoir des dossiers génériques où vous pouvez présenter des différentes preuves, vous pouvez éventuellement les déposer. Voilà. Mais surtout, vous pouvez en fait comprendre les différents points de conformité qui seront évalués par l'auditeur. Voilà. Et dernière chose, alors, on a mis en place cette petite particularité de pouvoir déposer des fichiers. C'est un peu moins utilisé maintenant dans le sens où en fait, avant on avait comment dire, c'est un peu les clients qui déposaient leur dossier fétiche. Et puis ben voilà, l'auditeur, il y avait le risque qu'il soit finalement orienté et qu'il aille uniquement vérifier ses dossiers fétiches, alors que non, en fait, pas du tout. La réglementation, elle exige que l'échantillonnage se fasse le jour de l'audit. Donc vous pouvez pas dire à votre auditeur, tiens, tenez, je vous ai préparé 2 trucs là, vous allez voir, c'est top. Bah ouais, mais en fait, c'est pas un audit du coup, parce que au final, qui me dit que c'est pas les 2 superbes prestations qui ont été préparées et au final, bah, les autres sont pas top. En soi, alors bon, ça se passe pas comme ça, mais en fait, en soi, c'est l'auditeur qui réalise son échantillonnage et la règle, en fait, hein, la règle la plus courante, c'est, de façon représentative de votre activité. Si, par rapport à vos formations, il y a 80 des formations qui sont réalisées en sous-traitance, bah, par exemple, ça peut valoir le coup de faire uniquement l'audit, ou une grande majorité du temps de votre audit sur les prestations sous-traitées. Voilà. Mais il faut aussi que ce soit pertinent, il faut aussi que ce soit en cohérence parce qu'il y a aussi, là je parle pour les audits de renouvellement, mais il y a le fait que on considère qu'en fait, on prend, comme tu disais tout à l'heure, David, les données du dernier bilan pédagogique et financier. Donc là, si je fais un audit aujourd'hui, que j'ai le BPF 2023, mais que ce BPF 2023, il porte sur les prestations 2022, on est quand même sur de l'antériorité plus. Donc des fois, c'est pas forcément très intéressant de le faire comme ça. Et c'est plus, voilà, c'est plus pragmatique, c'est plus efficient de le faire sur des prestations entre guillemets récentes ou alors depuis l'audit précédent. Voilà, donc il n'y a pas de règle à 100%. Oui. J'ai une question par rapport au BPF. Voilà, lors de mon audit de surveillance, on m'a dit que je n'avais pas bien rempli, enfin que certaines cases n'étaient pas bien remplies en fonction de
des prestations que j'avais effectuées, si c'était en direct ou en sous-traitance. Oui. Il y a des personnes qui sont habilitées ou spécialistes justement pour accompagner à remplir ces déclarations-là. Alors déjà, et ça c'est, l'auditeur qui vous a dit, ça c'est mal rempli? Ouais. Alors bon, déjà, c'est pas son job, hein, pour être très clair. C'est pas son job et ça a pas vocation à vous mettre en porte-à-faux. En fait, voilà, faut pas hésiter à lui dire: «Non mais oh, enfin, tu pas là pour ça, quoi». Voilà, Je ne manquerai pas la le prochaine BPF fois. non mais c'est important parce que le BPF, donc c'est un document, alors certes, c'est un document déclaratif, mais c'est surtout un document que vous transmettez de base, à l'adresse, donc au service décentralisé du ministère du Travail, de votre région, et c'est eux qui ont finalement autorité sur ce BPF. Voilà. D'ailleurs, ça peut aussi arriver que des fois, il y a des BPF qui soient transmis avec des erreurs, puis on revienne vers eux en disant: «Ah non, mais mince, au fait, là, je me suis trompé». Et pour répondre à la fin de votre question, heu, oui, certainement. Alors moi, j'en connais pas particulièrement, mais il y a plein de consultants sur le marché qui d'ailleurs, alors qui accompagnent, sur Calliope bien sûr, mais qui peuvent également accompagner sur tout l'aspect juridique. Donc là, peut-être, c'est plus pertinent de s'orienter sur, des accompagnements entre guillemets «juridiques», ou plutôt qui porteraient vraiment sur ce fameux bilan pédagogique financier. Parce que c'est quand même assez technique, un bilan pédagogique. Ouais. Mais il y a aussi la DRITS qui peut aider éventuellement, parce que moi, j'ai fait une Vous avez de la erreur chance, ouais. dernière et ils m'ont modifié en direct par téléphone, ils m'ont assisté. Et ça, c'est pas mal. Très bien. Eh bien, écoutez, il est midi 5, Jimmy. Je te remercie pour le temps que tu as bien voulu nous accorder pour ce webinaire. Est-ce qu'éventuellement, il y a une dernière question à poser ou pas? Avant qu'on arrête. Non, c'est bon pour tout le monde? Très bien. Alors, moi, je vais clore l'enregistrement. Donc, le replay, hein, sera disponible sur différentes plateformes. Et bien, on se tient à votre disposition. Jimmy se tient à votre disposition si effectivement vous souhaitez d'autres renseignements via Certifopac. Et quant à moi, bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, David. Merci. Merci beaucoup, Jimmy. Merci pour l'invitation et la présentation. Merci à vous. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Au bientôt. revoir. Merci, au revoir. Ok, j'ai arrêté l'enregistrement.